Bonjour à toutes et à tous, ici à Saint-Ouen ou ailleurs dans les autres écoles du groupe ISAE. Donc merci d'être présent donc, pour cette conférence d'un format qu'on inaugure donc sur un site et diffusé donc ici sur Twitch auprès des personnes, étudiants, étudiantes, membres du personnel aussi peut-être pour certains, qui sont à distance. Donc n'hésitez pas à vous manifester sur le Twitch. On est dans le cadre de cette semaine du groupe ISAE, donc qui a beaucoup été axé sur les transitions. Et on s'est dit que pour compléter, ça pouvait être intéressant aussi d'avoir quelque chose qui évoque un sujet qui est tout à fait d'actualité, qui a déjà été évoqué ici récemment à ISAE Supmeca. Donc autour des femmes dans les sciences et plus particulièrement dans le secteur aérospatial. Et donc on accueille Chloé Carrière, donc qui est ingénieure aérospatiale et vulgarisatrice scientifique, à qui je vais passer le micro dans quelques instants. Voilà, merci Chloé. Merci beaucoup. Bon, je pense que vous êtes ravis d'être là. Ça se voit à vos têtes quand vous êtes rentrés. Ça se voit que vous aimeriez plutôt aller faire un barbecue, si je comprends bien. Non? Il est fini, ok. T'es encore avec une bière quand même. Ah, c'est de l'eau. J'étais là, pièce dans cette école, ils sont cool, quoi. Donc moi, c'est Chloé. L'idée, c'est de faire une présentation qui est assez interactive. Donc n'hésitez pas à m'interrompre, lever la main, même ceux qui sont en ligne. Donc sur Twitch, c'est aussi un petit peu le principe. Et je voulais me présenter rapidement avant de commencer. Donc on me surnomme Galactique Chloé, mais mon vrai nom c'est Chloé Carrière et j'ai une entreprise de vulgarisation scientifique basée en Suisse, mais de base je viens de France. J'ai fait mes études à l'EPFL en ingénierie aérospatiale et aujourd'hui je suis vulgarisatrice sur les réseaux sociaux, mais aussi via mon entreprise on fait pas mal de projets de sensibilisation dans le domaine des sciences et dans l'aérospatiale. Au niveau académique, faire un petit point de mon parcours. Donc, je vous ai dit, j'ai grandi en France, mais je suis partie en Suisse à l'âge de 18 ans pour aller à l'EPFL. Je ne sais pas si vous connaissez l'école, voilà. École Polytechnique Fédérale de Lausanne, où j'ai fait un bachelor de physique, avec pour but de devenir astrophysicienne. Mais finalement, en faisant des expériences associatives à côté, j'ai créé 2 organisations, Space at Your Service et une mission spatiale analogue qui s'appelle Asclepios. J'ai décidé de m'orienter plutôt dans l'ingénierie aérospatiale et donc j'ai fait un master en ce qui s'appelle Management des technologies. Donc c'est un master d'ingénierie mais un peu plus orienté, on va dire high level, stratégique et entrepreneuriat. Et j'ai fait donc ma thèse de bachelor avec le MIT Aeroastro où on travaillait sur un tachomètre qui avait pour but d'être mis sur une mission robotique pour aller sur Mars, ou du moins pas le modèle de vol, mais disons plutôt un modèle d'ingénierie pour pouvoir aller, excusez-moi j'ai les mots anglais qui viennent en tête, drill pour aller creuser on va dire dans le sol martien et récupérer la glace qui pourrait être utile pour potentiellement faire du carburant, etc. On en parlera peut-être plus tard. Et j'ai fait ma thèse de master en observation de la Terre à l'Agence spatiale européenne à Rome pendant 6 mois que j'ai terminé il y a 2 ans. Donc je pense qu'on n'a pas tant de différence d'âge. En tout cas, j'ai toujours l'impression. Mais parfois, quand je dis OK, 18 ans, j'en ai 27, on a pratiquement 10 ans. Donc voilà. Et vous, est-ce que vous faites de l'aérospatial ou pas? Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui étudient l'aérospatial? Que je me fasse un peu une idée de... OK. Donc super-héros ou ici? Ici aussi, vous avez fait des cours qui sont liés à l'aéro. Vite fait, d'accord. Peut-être en ligne, j'imagine. Et je voulais vous faire, si vous avez vos téléphones, juste me faire une petite idée de vos parcours. Et donc, j'ai fait un petit Mentimeter que vous allez voir présenté ici. Première, voilà. Comme ça, vous pouvez juste scanner le QR code. Est-ce que je peux me mettre en mode présentation? C'est en mode présentation. Le QR code qui est derrière moi ou sinon sur le Twitch, il me semble qu'on va vous envoyer le lien directement dans le chat avec un petit peu cette question, parce que même si vous ne faites pas de l'aérospatiale, vous faites quand même de l'ingénierie ou du moins des sciences. Et je me pose un petit peu la question, pourquoi les sciences? Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'étudier ça? En gros, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez me dire, alors soit vous pouvez lever la main, soit vous pouvez mettre dans le Menti, mais est-ce que c'était une rencontre? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours rêvé, même étant enfant? Est-ce que vous saviez pas quoi mettre sur Parcoursup et vous vous êtes dit, OK, pourquoi pas ingénierie, prépa, etc. Prépa pour ceux qui aiment et celles qui aiment souffrir, a priori. Il y en a beaucoup qui ont fait prépa? Ah ouais. Une des raisons pour laquelle je suis allée à l'EPFL, c'est que je ne voulais pas faire prépa. Donc j'ai migré en Suisse. Alors, est-ce qu'on a déjà... Ah, OK, alors, une rencontre. Les sciences parce que c'est fascinant, parce que c'est cool. Ça, je pense que jusqu'à maintenant, je suis plutôt d'accord. J'étais forte en maths et mon père m'a poussée dans la voie. Ça arrive aussi. Parfois, c'est la maman.
Alors, est-ce que j'arrive à bouger ça? Voilà. Le sport auto. Est-ce que c'est qui a mis ça? C'est quelqu'un ici? Ouais. C'est ça qui t'a dit tu veux faire de l'ingénierie? Et c'est ça que tu veux faire du coup, pour le moment. Ah oui, d'accord, ouais, nucléaire, c'est... Bon, quoique... Propulsion nucléaire dans les voitures, je sais pas si ça s'étudie. Pas vraiment. Dans le spatial, c'est pour ça, donc je me suis dit, bon, j'en sais jamais. Super. Alors, Isaac Asimov pour La Vie, la Lune. Thomas Pasquier. Peut-être que j'ai pas la ref. Mais c'est peut-être Thomas Pesquet pour l'argent. Ok, bah c'est vrai que c'est quelque chose. Le swag et ça rapporte. L'avion faut bah super. Bah je vois qu'il y a plein de choses. C'est plutôt des motivations. Bah ça peut être une conséquence. Trop bien. Alors je vais revenir sur ma présentation maintenant et puis au pire on reviendra. Et donc je voulais dire un petit peu. C'est quoi pour moi ce qui m'a fait aller dans le spatial. En fait, je viens pas du tout d'un milieu scientifique. Pour vous dire, mon père il était footballeur en France. Il a joué pour pas mal d'équipes. Il a joué pour l'équipe de France. Donc moi, j'ai passé mon enfance dans les loges des stades des foot. Ma maman a étudié la chimie, mais elle a vite arrêté parce qu'après, elle a eu 4 enfants et elle est restée globalement avec nous et puis aussi soutenir mon père dans sa carrière. Donc, j'ai pas grandi en me disant que je voulais être scientifique. C'est plutôt arrivé plus tard, quand j'avais 15-16 ans. Mais il y avait quand même un truc, c'est que mon Disney préféré, ça a toujours été Peter Pan. Donc, il y a quand même un lien, je pense, avec le spatial. Non, pour moi, le déclic, ce que j'appelle mon ignition, ça a été cette image. Est-ce que vous connaissez cette image? Ouais. Bien joué. T'arrives à m'expliquer ce que c'est? Pardon? Ah oui, pardon. C'est vrai que pour le moment, on a eu pas mal d'interactions. Désolée avec ceux sur place et j'ai pas fait passer le micro. Ok. Ah mince, on m'entend dans toute la salle. Non, c'est alors si je me plante pas, c'est l'instant, c'est une photographie de l'instant où la matière est devenue assez peu dense et que la lumière a commencé à circuler dans notre univers. C'est pas mal, hein? Non, c'est pas mal. Donc, j'ai un petit graphe pour vous expliquer ce que c'est le fond diffus cosmologique. Donc, juste pour vous dire en quoi ça a été le déclic pour moi, quand j'avais 15 ans, ma maman m'a amenée à la nuit des chercheurs à l'université de Bourgogne. Et je suis tombée sur des chercheurs qui travaillaient à l'Agence spatiale européenne sur la mission Planck, qui a donc permis de récolter les données et de faire cette image. Et pour moi, ça a été un coup de foudre. De poser plein de questions sur l'univers, je comprenais pas forcément. On me disait que l'univers était potentiellement infini, mais qu'il s'étendait. Donc je me disais, mais sur quoi est-ce qu'il s'étend s'il est déjà infini? Et finalement, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire de ma vie. Donc c'est pour ça aussi que je voulais faire astrophysicienne de base. Et après, j'ai un peu bifurqué, mais je suis quand même restée avec cette passion de faire l'aérospatiale. Donc pour moi, ça a vraiment été une rencontre à 15 ans. Le fond diffus cosmologique, comme tu l'as très bien dit, c'est un peu, moi j'aime bien le vulgariser comme la première image de l'univers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une image avant celle-ci quand on remonte le plus loin dans la vie de notre univers. Donc on va imaginer que le temps est linéaire, même si on sait que c'est bien plus complexe que ça, mais on va dans la théorie du standard du Big Bang, on fait cette hypothèse. Et donc que le Big Bang, le début de l'univers était un instant T, et aujourd'hui on a un autre instant T. Et l'âge de l'univers sur cette échelle, il est environ de 13,8 milliards d'années. Et après sa naissance, donc si c'est un temps, on va dire initial 0, environ 380 000 ans après, on a cette image du fond diffus cosmologique qui est juste ici. Et avant, effectivement, l'univers était une sorte de plasma, mélange d'électrons, de protons, de photons. Mais les photons ne pouvaient pas circuler, ne pouvaient pas être libérés de par la température qui était très élevée. Et donc, en fait, le fond diffus cosmologique, c'est le moment où l'univers était à la température idéale, où les atomes d'hydrogène se sont formés. Et puis, c'est là que les photons ont été libérés et que nous, on peut finalement pouvoir les observer. Et donc c'est un rayonnement de corps noir qu'on peut observer dans le micro-ondes. Peu importe où on regarde dans le ciel, si on regarde dans les micro-ondes et donc assez loin, parce que c'est finalement ça qu'on regarde, et ben on tombe sur cette image du fond diffus cosmologique. C'est quand même cool, non? Non, je suis pas convaincue. Moi, ça m'a transcendé quand j'ai appris. Et du coup, j'ai décidé de partir en études à l'EPFL pour étudier la physique, comme je vous ai dit. J'ai fait 6 ans d'études en tout. Et je pense que comme dans toute école d'ingénierie ou de sciences, globalement, on était peut-être, ma première année, 20% de nanas pour 80% d'hommes. Je pense que on est sur des statistiques similaires ici. Pas très loin, ouais.
21, ah, c'est pas mal. Après, il y a aussi les statistiques en début d'année et les statistiques en fin de cursus qui sont pas forcément les mêmes. Et donc, pour vous dire, moi, j'ai pas vraiment grandi dans un environnement où j'étais sensibilisée, on va dire, à l'égalité homme-femme. C'était quelque chose qui, pour moi, quand j'ai grandi, c'était plus un état d'esprit, en me disant, ok, moi, je veux pas me mettre de croyances limitantes. Les personnes que j'ai vues qui étaient astrophysiciens à l'époque, qui m'ont montré cette image, c'était que des hommes. Et pourtant, je me suis quand même dit, je vais étudier la physique. J'ai pas eu l'impression qu'il y a quelque chose qui m'a bloquée pour me lancer en tant que femme. Et quand j'ai fait mes études, c'était un petit peu pareil. J'étais entourée que de mecs, mais je crois fort à l'amitié homme-femme, donc ça m'a pas dérangée. Je me suis fait plein de potes. Mais c'est vrai qu'il y a eu des petites choses qui m'ont un petit peu mis la puce à l'oreille. Et encore, c'est un peu triste à dire, mais c'était un peu normal, on va dire, avec un astronome, un vieil astronome qui est un peu une main baladeuse, ou un prof qui te dit « Ah, mais t'es sûr que tu veux publier cet article ?» Parce que quand même aussi, avoir des enfants, c'est bien. Ouais. Ou encore une expérience sexuelle qui n'est pas forcément consentie, où le nom n'est pas respecté. Tout ça, je veux dire que tout le monde peut avoir des exemples dans sa vie, et c'est vrai que c'est un peu triste de se dire que c'est banalisé, c'est normalisé, et moi, je me suis rendu compte que c'est comme ça que je les interprétais à l'époque. Mais ça m'a quand même fait me remarquer qu'être une femme dans ce milieu-là, et même en général, c'était pas la même chose qu'être un homme. Et j'ai fait un petit peu des conférences, j'ai participé à des événements, et il y a une phrase qui a été dite qui m'a vraiment touchée, en anglais, parce que l'événement est en anglais, donc je l'ai écrite en anglais. Donc, privilege is invisible to those who behold it. Le privilège est invisible à ceux et celles qui le détiennent. Et en fait, cette phrase, elle a beaucoup résonné en moi parce que je suis une personne privilégiée. Je veux dire, quand on grandit avec un papa footballeur, je pense qu'on peut difficilement être plus privilégié que ça. Donc c'est très difficile de se mettre à la place de quelqu'un qui n'a pas été dans cette situation-là. En ce moment, je suis en train de lire un livre sur le Congo et quand je vois ce qui se passe là-bas, je me dis, mais on ne peut pas imaginer. On est privilégié par rapport à eux et c'est pas notre faute. On est né comme ça. Mais il faut se rendre compte que finalement, on ne peut pas forcément comparer. Et être une femme et être un homme, malheureusement, c'est la même chose. C'est pas une faute d'être né du genre masculin ou du sexe masculin, pardon, sexe féminin. Mais en revanche, il faut réaliser qu'effectivement, il y a une limite sur laquelle on ne peut pas forcément comprendre l'expérience de l'un et de l'autre. Et vous allez voir, je vous ai mis plein de références dans cette présentation parce que j'aime beaucoup lire et j'aime beaucoup m'instruire. Et j'ai pris le livre de Thomas Pasquier. Vous l'avez lu ? Est-ce que vous l'avez lu ? Non ? Ah je vous conseille, c'est vraiment chouette. Et le passage préféré, alors, est-ce que j'arrive à le mettre avec le micro ? Oui. Donc dans son livre, quand il est en orbite autour de la Terre dans la Station spatiale internationale, sa première mission, il a une réflexion où il dit « Nous continuons à exister au plus près. Seul ce que nous pouvons nous représenter, ce que nous pouvons ressentir, nous touche vraiment, nous émeut, nous incite au changement ou à l'action. Nous sommes des animaux sensibles, le monde nous parle par nos sens, par nos émotions, pas par notre intellect. » Donc finalement, nous, on est quand même des personnes qui sommes dans l'intellect, puisqu'on a étudié les sciences, mais on reste très très limité par nos propres expériences personnelles. Et moi, c'est mes expériences personnelles qui m'ont mis, on va dire, sur le parcours d'aller sur cette thématique de l'égalité homme-femme de par mes interventions et mes actions. Mais le moment qui était un tournant, c'est l'Agence spatiale européenne. Donc je suis arrivée à l'ESA. Il y en a peut-être qui veulent y aller, d'ailleurs. L'expérience est chouette, on pourra en reparler après. Malheureusement, moi, j'ai pas forcément eu de chance, c'est pas une expérience qui s'est super bien passée. Mais pour moi, ça a été un tournant parce que l'ESA, c'était mon rêve. Parce que je vous ai dit, à 15 ans, j'ai rencontré des chercheurs de cette agence-là. Donc depuis ce jour, mon rêve, c'était d'aller travailler là-bas. C'est-à-dire que si la NASA était venue me voir et m'a dit « Tu veux venir ?» J'avais « Non, merci, moi, c'est l'ESA plutôt. » Et quand je suis arrivée, j'ai été face vraiment à une culture qui était très arriérée. C'est-à-dire que j'avais l'habitude de justement pas me mettre de limites. Si j'avais envie de créer une mission spatiale analogue internationale, je le faisais. Et puis je m'entourais des bonnes personnes et puis on faisait tous ensemble. J'avais pas forcément l'habitude de me prendre des portes fermées. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai été supervisée par une femme, justement, comme quoi ça c'est pas forcément qu'un truc d'homme vers femme, mais c'est aussi de femme en femme, qui a été, qui m'a harcelée et qui m'a vraiment traitée selon mon genre, plus ou moins comme une secrétaire. Et donc en fait, j'étais dans l'incapacité, j'étais venue pour faire une thèse d'ingénierie, j'étais dans l'incapacité de faire ma thèse. Donc du coup, j'ai dû changer de département. Mais comme ça ne m'arrivait pas qu'à moi, mais que c'était arrivé à beaucoup de personnes avant moi et encore en ce moment, j'ai décidé de faire la démarche auprès des ressources humaines pour dénoncer les comportements de cette personne. Et je me suis rendu compte à quel point c'était difficile de faire ça.
C'est-à-dire que la démarche a duré des mois et beaucoup de personnes m'ont dit « Mais en fait, tu t'attendais à quoi en tant que femme dans ce milieu ? Tu trouveras pas mieux ailleurs qu'à l'ESA. » Et ça m'a vraiment choquée parce que je me suis dit « Ah bon, parce que si c'est ça qui m'attend, ça m'intéresse pas en fait. » Et j'ai quand même continué à aller toquer à de différentes portes, au N+1, N+2, N+3. Je suis tombée sur quelqu'un au niveau de la stratégie de l'agence qui m'a aidée, qui m'a comprise et qui s'est rendu compte en faisant une petite enquête en interne qu'effectivement il y avait un problème. Et d'ailleurs depuis, l'ESA a eu pas mal d'enquêtes aussi en termes de harcèlement parmi ses employés en règle générale. Mais je me suis vraiment rendu compte, c'est que souvent on met en avant, les entreprises, les organisations mettent en avant des statistiques de diversité par exemple. Moi je suis dans les diversités de l'ESA parce qu'ils m'ont entre guillemets engagée, même si c'était pour 6 mois et je suis une femme donc c'est cool. Mais la diversité ça dit pas tout. En fait, si on engage quelqu'un mais après qu'on l'accueille et qu'on l'inclut pas à la discussion, que cette personne ne reste pas, ce qu'on appelle aussi le taux de rétention, eh ben c'est pas finalement un bon indicateur. Et donc je me suis un petit peu battue et puis je travaille justement avec ces personnes maintenant à l'ESA pour essayer de mettre ces thématiques-là plus en avant. Et tout ça pour dire qu'en fait parfois on se construit quelque chose dans notre tête comme un rêve et c'est important de le démystifier. Pourquoi ? Parce que finalement je me suis rendu compte que dans l'état actuel des choses, l'ESA c'est un super endroit pour plein de personnes, parce que moi j'ai aussi pas eu de chance, c'est pas comme ça partout. Mais pour moi c'est pas ce qui me correspondait. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer ma propre boîte pour pouvoir justement aussi créer un environnement qui était un peu plus à mon image. Mais comme quoi, c'est vraiment des choses qui se construisent et que j'avais beaucoup entendu parler de ces problèmes d'égalité, même dans le milieu du travail. Mais avant d'y être, j'avais pas pris conscience à quel point c'était encore d'actualité, parce que pour moi, c'était entre guillemets old news. Mais malheureusement, ça ne l'est pas. Bref, j'aurais tellement d'autres choses à vous dire, parce que dans tous ces 2 ans, je suis devenue maman, ce qui m'a aussi beaucoup sensibilisée au rôle et la parentalité, les stéréotypes de genre qui sont liés à ça. Je me suis aussi lancée sur les réseaux sociaux en tant que femme qui parle de science et puis j'ai pu aussi avoir de magnifiques commentaires qui sont très très liés justement à mon genre et pas forcément à mes compétences. Et ça c'est vraiment juste le haut de l'iceberg malheureusement. Et je suis aussi pole danceuse professionnelle, je fais de la compétition et je suis prof en fait de pole une fois par semaine dans un studio. Et donc ça c'est aussi une pratique qui est extrêmement stéréotypée, qui est pourtant une pratique sportive. Donc c'est vrai que en fait plus j'avance dans ma vie, plus je me rends compte que ces thématiques de genre elles sont encore énormément d'actualité. Et encore je parle vraiment pour le moment que entre guillemets homme-femme. Mais c'est pas juste l'idée ici de parler de moi. Ce que j'aimerais, c'est de vous inviter parce que finalement, tout au long de mon parcours, c'est vraiment une sorte de réflexion sur moi-même que j'ai essayé d'appliquer. Et c'est ce que j'aimerais essayer de vous proposer dans cet atelier présentation interactive. Finalement, un chemin d'esprit critique appliqué à soi. C'est-à-dire essayer de se remettre en question soi-même par rapport à nos comportements, ce qu'on pense savoir de la vie et de nous. Et on va commencer directement avec la prochaine question sur le Mentimeter. Donc le même lien, vous n'avez pas besoin de changer de lien. Hop. Ma prochaine question, c'est de me citer des personnes clés de l'aérospatial. Des personnes qui font le domaine de l'aérospatial. Bon, vous pouvez faire aéronautique aussi. Si on n'a rien qui vous vient en tête parce que vous n'êtes pas de ce milieu et que vous voulez parler plutôt des sciences en général, n'hésitez pas. Vous pouvez en mettre 3, il me semble, donc qui vont apparaître petit à petit. Oui, il y a de la réflexion. Choisir les bonnes personnes. Thomas Pasquier, c'est déjà pris. Hein. Non. Jean-Loup Chrétien, je pense que c'est le Armstrong. Moi. Ça c'est du mindset. Voilà. Van Brand, Gagarine, Claudie Ignoré, Pesquet, Einstein, Sophie Adno, effectivement, Heisenberg, Armstrong. Ok, je vous laisse encore peut-être 2 secondes. Mae Jemison, c'est bien. Donc là, c'est un word cloud. Donc les réponses qui sont les plus données apparaissent en plus grand. Ah, Thomas Pesquet est enfin passé devant Thomas Pasquier. Laïka, j'avais pas pensé, tiens, pas mal. Marcel Dassault. Ok.
Donc, je pense qu'on peut voir effectivement que dans ce word cloud, il y a quand même des mots des noms masculins qui nous viennent en premier par rapport à des noms féminins, bien qu'on en voit quelques-uns. Hein. Sophie Adno, prochaine femme française à aller dans l'espace. Normalement, je crois que j'ai vu Claudie Aigneret aussi qui apparaît, Mae Jemison aussi, Laïka, I guess, c'est une femme. Ah tiens, il y a Musk qui apparaît aussi. On va passer à un autre sujet. Donc, même si à moi vous me posiez la question, voilà, au niveau scientifique, même de l'aérospatiale, c'est normal que ce soit des noms masculins qui nous viennent en tête, parce que déjà, statistiquement, il y a plus d'hommes. Mais il y a aussi un phénomène qui est maintenant de plus en plus documenté, et je voulais parler de ce livre, qui s'appelle Invisible Women, et qui parle de ce qu'on appelle le Gender Data Gap. Vous savez qu'aujourd'hui, notre monde, il est vraiment basé sur la donnée. À partir de la donnée, on va construire différents types de véhicules, différents types de services qui vont être vraiment basés sur l'utilisateur, l'utilisatrice. Et même au niveau historique, en fait, on se rend compte que ce gender gap, il est très présent. C'est-à-dire que juste les femmes sont moins présentes dans l'histoire que les hommes, et c'est pas parce qu'elles ont moins fait, c'est juste que malheureusement, leur histoire n'est pas dite. Et c'est ce qui est un peu expliqué dans ce livre. Et elle parle d'un monde fait pour l'homme, avec un petit H. Et pourquoi est-ce qu'elle parle de ça ? Déjà parce que culturellement, en fait, c'est un peu le cas. À l'école, je pense, moi en tout cas... j'allais dire mon époque, mais quand même, on est d'une époque similaire. On entend, voilà, le masculin l'emporte sur le féminin. On va aussi parler de l'humanité en disant l'homme avec un grand H, mais ça reste quand même le même nom que l'homme. On va parler aussi, quand on se marie, la femme prend le nom de l'homme. Donc en fait, il y a vraiment l'homme comme personnage central et la femme. Et c'est ce qu'elle essaie de mettre un petit peu en avant dans son livre. Et après, à partir d'exemples concrets de données, elle montre aussi les conséquences que ça a sur la société. Je vous donne juste 2 exemples parce que c'est pas forcément le sujet de la présentation. Mais aujourd'hui encore, une femme a plus de chances de mourir dans un accident de voiture parce que les simulations de crash test sont faites sur le corps de l'homme et non de la femme. Et qu'on n'a pas le même corps et on n'a pas la même manière de réagir à ce type d'accident. Donc ça, c'est documenté. Une femme a plus de chances de mourir d'une crise cardiaque qu'un homme. Parce que on n'a aussi pas les mêmes manières d'exprimer quand on a ce type de maladie ou d'arrêt cardiaque qu'un homme. Et donc c'est moins bien diagnostiqué en arrivant à l'hôpital parce que les médecins sont formés par défaut sur ce qui arrive chez un homme et non chez une femme. Donc en fait, globalement, il y a quand même beaucoup encore de conséquences qui ne sont pas visibles mais qui sont bien présentes pour nous et qui montrent un petit peu cette inégalité. Mais bon, on dit souvent, on dit un monde fait pour l'homme. Et après, on parle de l'espace en disant, mais c'est pas un endroit qui est fait pour l'homme. En fait, c'est encore moins un endroit qui est fait pour la femme. C'est pas du tout une exception. Et je vous ai mis 3 petites anecdotes que j'aime bien sur ces sujets-là. Bon, je pense que déjà, la partie équipement, vous avez entendu ça parce que c'est super récent en 2019. La NASA a voulu faire une première sortie extravéhiculaire 100% féminine, donc 2 femmes. C'était jamais arrivé. Et elle a été annulée à la dernière minute parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ils n'avaient pas les 2 combinaisons en médium. Ah, mince, il a fallu penser avant quand même. Donc c'est vraiment, c'est l'équipement qui est fait par défaut aussi pour l'homme, et ensuite il y a la femme. Et puis là, ça avait fait quand même un sacré scandale parce que ça avait vraiment été jusqu'à la dernière minute planifié. Et puis à la fin, ils ont dit non, en fait, on ne peut pas le faire. Le harcèlement, ça s'est arrivé cette année, pour vous dire. Il y a une astronaute qui était la 100e femme à aller dans l'espace, Emily Calangeli, je ne sais pas si vous la connaissez. Sur les réseaux sociaux, c'est The Space Gal, elle est américaine. Elle a fait un vol avec Blue Origin. La vidéo de son vol a dû être enlevée d'Internet tellement il y avait de trolls et de commentaires sous sa vidéo qui comparaient ses cris à un acte sexuel c'était ridicule. En quelques heures, la vidéo a été enlevée d'Internet parce qu'elle avait fait trop face à du harcèlement en ligne. Et Sally Ride, donc c'est la première femme américaine qui allait... Il faut mettre le son. Oui. Oui. Ah bon ? Je croyais que je l'avais fait. T'es sûr ? Je crois que je l'ai enlevé, je l'ai repartagé. Donc Sally Ride, c'est la première femme américaine astronaute qui a volé dans l'espace après 43 hommes. Et il y a un reel sur TikTok et sur Insta qui a vachement tourné. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais, toi tu l'as vu ? Ouais, ok, il y en a pas mal qui l'ont vu. Vous savez ce que j'ai montré alors ? Je vais vous montrer, on va juste voir si le son fonctionne. Alors, ça oui.
remember when NASA sent a woman to space for only 6 days, and they gave her 100 tampons. 100 tampons. And they asked, will that be enough? But they didn't know if that was enough. These are our nation's greatest minds. They are literally rocket scientists. They also tie the tampons together by the strings like sausages. 100 tampons. 100 tampons. Enfin, plein de contes d'animation autour de ça. Je suis quand même allée fact-check parce que je me suis dit bon, on va quand même aller vérifier cette chanson, ses sources. Techniquement, ils lui ont pas envoyé sans tampon, ils lui ont demandé avant de voler. Est-ce que sans tampon c'est assez? Puis évidemment, elle a dit je crois qu'on va voir ça un petit peu à la baisse. Mais pour vous dire qu'il y a une interview de Sally Ride qui est top justement, où elle va un petit peu sur toutes les choses qu'on lui a demandé avant son premier vol et le sexisme via les médias, etc. Et c'est super intéressant de voir qu'effectivement il y a des choses que devraient être common knowledge, comme on dit en anglais, qui ne le sont pas. Ouais. Sally Ride, c'était 63. Je crois, j'ai mis. Je crois que c'est ça. Non, attends, non, pas du tout. 62, c'est John Glenn. Je crois, déjà marqué. Attends. Si, en fait, je l'ai marqué. 83, pas 63. Merci. Et il y a un film, est-ce que vous l'avez vu, ce film Proxima ? Donc alors je conseille, on va voir le teaser ensemble, qui est sorti du coup aussi récemment, où il y a Thomas Pesquet qui joue dedans, d'ailleurs si jamais, qui a été fait par Alice Winocourt et qui parle justement d'une femme astronaute, d'une mère, donc c'est d'astronautique, ça parle de questions de genre, de culture et aussi de la parentalité dans le métier d'astronaute. Et c'est un film qui, je pense que c'est mon film préféré sur le spatial, parce qu'il est aussi super réaliste. Ça a vraiment été tourné à la Space City en Russie, à l'agence spatiale européenne. Enfin, ils ont ouvert vraiment les laboratoires là où les astronautes s'entraînent. Et donc, ça donne un film qui représente vraiment la réalité aussi de la vie d'un entraînement d'un astronaute et qui enlève un petit peu ce truc de l'astronaute, le héros, the right stuff, comme on dit en anglais. Et donc, je conseille vraiment. Je vous ai mis le petit trailer. J'espère qu'on va bien entendre avec les échos quand même. 5, 4, 3, 2, 1. I never thought that one day I'd be saying the last mission before Mars, and yet here we are, making last preparations for the long journey. T'éteins pas la lumière. Aye, aye, Captain. Tu savais que ta maman allait partir un jour? Ça te fait très peur, un peu peur. Un peu peur. Совсем немного женщин работало здесь. Ты можешь гордиться собой. I think you ought to ask him to lighten your load. What do you know about my core skills? T'es là? Ça va pas, non, tu m'as fait peur. Pars! There's no such thing as a perfect astronaut. Just like there's no such thing as a perfect mother. C'est demain soir que tu pars. Maman, tu me manques. La thématique, mais globalement, ça raconte pas l'histoire de quelqu'un dans l'espace, mais vraiment l'entraînement pour être astronaute et le processus familial qui est avec. Et c'est intéressant parce que si c'est aussi des thématiques qui sont d'un intérêt pour vous, ça, c'est vraiment très très réaliste sur la préparation et aussi l'encadrement familial qui est donné aux astronautes. Bon, on fait une petite pause. On fait un petit caout. Ouais.
Donc, avec votre téléphone, je vous ai préparé du coup un petit caout sur des femmes dans l'espace que vous allez pouvoir retrouver ici. Hop là. Et j'agrandis le temps que vous connaissez. Bon, je pense que vous connaissez tous et toutes. Il suffit de scanner le QR code, de directement rentrer un pseudo. Vous pouvez choisir votre petit emoji, si vous voulez un emoji astronaute. Je crois qu'il y en a un. Il y en a un, il est vraiment fan de Dr Nozman. J'ai vu 2 fois le truc. Et sur Twitch aussi, bien entendu, vous pouvez tout simplement scanner normalement le QR code et puis nous rejoindre aussi comme si vous étiez avec nous. Je vais partager directement les questions sur l'ordinateur, donc que ce soit sur Twitch ou dans la salle. Vous allez pouvoir participer. Donc vous connaissez le concept, il faut avoir la bonne réponse, mais il faut aussi être rapide. Plus vous êtes rapide, plus vous gagnez de points. On y va, vous êtes prêts? Prêtes? Ouais? Sur Twitch aussi, c'est ok? Ou il y a des... Non? Allez, bon, mince. On va être tout défoncé. Allez, c'est parti. Donc, il y aura 10 questions en tout, si jamais. Ok? Donc, les femmes dans l'aérospatial. Donc, j'ai fait beaucoup sur le spatial, mais j'ai mis quelques questions aussi quand même aéronautiques, même si c'est pas mon domaine. Pour parler un petit peu des deux. La première question, c'est un multiselect. Vous pouvez sélectionner plusieurs réponses. Ah, comment s'appelle le film qui raconte l'histoire vraie de mathématicienne afro-américaine à la NASA? Ok, ça affiche en haut. Ensuite, les figures de l'ombre, lumière sur l'ombre, les héroïnes invisibles, hidden figures. On a commencé avec la question facile. Avec 2 secondes pour répondre. Il y avait 2 réponses correctes. Les figures de l'ombre, effectivement, en français, et hidden figures en anglais. C'était la plus simple. Alors, Louane, le N, Dr Nozman. Ok, deuxième question. Quelle femme fut la première à traverser l'Atlantique en solo? En nageant, évidemment, pas la nage. Bessie Coleman, Amy Johnson, Amelia Earhart et Harriet Quimby. Yeah. Amelia Earhart, effectivement, qui a donc disparu malheureusement lors d'un vol emblématique. Si jamais je me suis fait une petite note parce que je connaissais pas trop mieux l'aéronautique, Amy Johnson, c'est une pionnière britannique de l'aviation. Elle est devenue en 1930 la première femme à voler en solo d'Angleterre jusqu'en Australie. Harriet Quimby, journaliste américaine devenue aviatrice, elle a été la première femme aux États-Unis à obtenir une licence de pilote en 1911 et la première femme à traverser seule la Manche en 1912. Et Bessie Coleman, c'est la première femme afro-américaine et amérindienne à obtenir une licence internationale de pilote. Donc c'est tous des nanas qui sont assez cool quand même. Ah, Louane reste en tête. Est-ce que Louane est dans la salle? Oh là là, la pression Louane maintenant. Vrai ou faux? Valentina Tereshkova fut la première femme à marcher sur la Lune. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Bon, celle-là quand même aussi, peut-être qu'elle est entre guillemets assez facile. C'est faux! C'est qui a dit vrai? Oh là là. Qui est Valentina Tereshkova? La première femme dans l'espace. Oui, c'est... Jusque-là, oui, même si techniquement c'était l'Union soviétique à l'époque. Mais Valentina Tereshkova, première femme dans l'espace. Et non, sur la Lune, il n'y a eu aucune femme qui a marché sur la Lune. 12 hommes. Mais on espère bientôt changer ça. Et c'est Valentina Tereshkova qui était en 63, si jamais. C'est pour ça que je me suis plantée avec Sally Ride. Ok, le podium reste le même. Prochaine question. Qui a, notamment, calculé la trajectoire d'Apollo 11 ? Dorothy Vaughan, Christine Darden, Mary Jackson, Katherine Johnson. Ah là 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 là. Il reste que 5 secondes là. Il y en a, je vois sur vos regards, il y en a, ils sont pas sûrs. Katherine Johnson. Exactement, j'allais dire. Voilà. Et si vous voulez, vous avez vu le film Figure de l'ombre?
Alors, il faut le voir. Bon, là, il faut pas, on parle pas d'Apollo 11 dans le film. Hein. C'est pour les missions Gemini. Premier vol orbital de John Glenn à l'époque, mais elle a aussi énormément contribué à la mission Apollo 11. C'était le début des ordinateurs à l'époque, les ordinateurs IBM, et donc ils voulaient que ce soit vérifié à la main par une mathématicienne, et ça a toujours été Katherine Johnson. Ouf, là il y a eu un gros changement là. Vrai ou faux? Eileen Collins a été la première femme américaine à piloter une navette spatiale. Eileen Collins. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. Donc la navette spatiale, hein, c'est le programme de la NASA. Et c'était en 1995. Et après, elle a été commandante plus tard, en 1999. Oh là là. Là, il faut choisir, attention, un chiffre. Combien de Director of Science féminins l'ESA a-t-elle connu? Des directeurs, directrices de sciences. À votre avis? Il faut choisir un chiffre entre 0 et 10. Une femme directrice de sciences de l'Agence spatiale européenne. Effectivement, il n'y a eu qu'une seule femme. Il s'agit de Carol Mundell et elle est directrice de la science depuis 2023. Ça fait peu de temps. Et c'est la seule que l'Agence spatiale européenne a connue. Ok, oulala, Louane a perdu la première place. Coup dur, coup dur. Il reste encore 4 questions. Il reste 4 questions. La prochaine. Béatrice Vialet fut la première Française à piloter le Concorde. Vrai ou faux? Béatrice Vialet. Ou Vialet, je sais pas. Vrai ou faux? Et c'était vrai. Première femme française, hein, attention. Et il n'y a que 2 femmes qui ont piloté le Concorde. Et elle est une Britannique. Et elle a commencé en 2001. Ouh là 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 là! Quel est le nom de la première femme touriste spatiale? Sunita Williams, Jessica Meir, Kalpana Chawla ou Anousheh Ansari? Excusez-moi pour la prononciation. La première femme touriste spatiale. Anousheh Ansari. Ah non, non, non. C'est vrai qu'il y avait ce nom-là, je n'avais même pas vu que vous l'aviez mis aussi. Elle, c'est la première femme d'origine indienne dans l'espace. Elle a volé 2 fois. Et avec la navette Columbia, malheureusement, elle est décédée lors du dernier vol de la navette Columbia. Et les autres, donc Sunita Williams, c'est une des 2 astronautes, peut-être vous avez passé dans les médias, qui était pseudo-bloquée sur la Station spatiale internationale. Donc elle est astronaute de carrière, elle travaille pour la NASA. Jessica Meir, c'est pareil, c'était une des 2 d'ailleurs qui devait faire la sortie extravéhiculaire 100% féminine. Et du coup, ça nous c'est Anousheh Ansari d'origine iranienne, irano-américaine. Ouh là là, Moumou. Louane, elle est même plus sur les 5 premiers. Désolée, je t'affiche. Allez, 2 questions, vrai ou faux? Plus de 100 femmes sont allées dans l'espace. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Si vous m'avez bien écouté, normalement vous avez la réponse. Est-ce que vous m'avez bien écouté juste avant sur mes petites anecdotes? Ah, attention, il reste que 3 secondes. C'est vrai. Ça fait plaisir de savoir que les gens m'écoutent dans cette salle. Il me semble que je vous ai parlé de Émilie Calandrini, qui était la 100e femme à aller dans l'espace, qui a été harcelée sur le net. Donc oui, depuis, il y a eu en plus une autre femme. Allez. Maintenant, tout se joue sur la dernière, ok? Et ça, c'est une question où il va falloir écrire. Quel est le nom de la première femme française astronaute?
Elle est pas dans l'exposition? Non? Le nom de la... pas le droit de chercher sur Google, hein. Tout peut se jouer ici. Ok, vous avez 2 secondes. Ah, oula, oh là là. Ok, il y en a quelques-uns qui est bon, sinon... Serena Williams, j'ai bien vu. Alors, elle n'a pas la nationalité française, je crois, déjà. Et à moins qu'on ne sait pas, elle n'est pas astronaute. En revanche, Katy Perry sera bientôt astronaute. Je ne sais pas si vous avez vu cette info. Alors, sur le podium, on applaudit en 3e position. Et puis, dans la salle, non? Don Polo, non plus. Et en première position, Moumou. Et vous êtes dans la salle ou pas, les 3 gagnants? Ou il n'y a que Moumou? Ah, Don Polo, Moumou. Et la 3e, Lépi. Ah bah, sur Twitch. Bah, bravo à toi, Lépi. Pour la personne qui a gagné, Moumou, j'ai un petit cadeau pour toi. Tu peux venir? Donc j'ai un site qui est d'ailleurs tenu par des femmes que j'adore et qui fait plein de petits objets qui est lié à la science. Et là, c'est un verre de vin où tu as tous les... Enfin, pas tout, mais un gros nombre de télescopes spatiaux en fonction de la longueur d'onde où ils observent. Voilà. Plaisir. Bravo encore. Ok. Alors, bah, bravo à tous et toutes. Et puis, bah, maintenant, je vais juste reprendre ma présentation. Il va falloir revoir les classiques. Hein. Comment elle s'appelle, la première femme française astronaute? Il me semblait qu'elle était dans votre expo, mais peut-être que je me plante. Ouais? Il y a une BD qui est très intéressante qui s'appelle Cosmos, qui en fait traite le cas où si les Russes, avec la Russe là dont on a parlé dans le Caout, si elle avait été en fait la première femme en fait, tout simplement le premier équipage en fait sur la Lune. Et en fait c'est pas une histoire dystopique, mais c'est entre guillemets une autre réalité qui est très intéressante à voir aussi sur l'information, qu'est-ce qu'on nous dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, c'est très intéressant, donc je recommande. C'est français? Cosmos, je crois, ouais. En fait, c'est une enquête qui a été publiée en ligne avec un média type Brut, je sais pas exactement. Okay. Et en fait, ils l'ont retraduit en BD et tout, et qui est très très intéressante à lire. Et voilà. Trop bien, mais j'ai jamais lu, donc je rajoute sur ma liste. Merci Moumou pour pour la suggestion. Bon, du coup, bah, je pense que maintenant, j'espère que je vous ai convaincu que, bien entendu, il y a beaucoup de femmes qui ont contribué à l'aérospatiale. Il n'y a pas que celles-ci, c'est celles qui sont les plus visibles, mais il y en a tant d'autres. Et la question qu'on peut se poser, bah, ok, on a compris qu'il y a un petit souci, mais comment on fait pour avoir finalement un espace qui est plus inclusif, qui est plus durable, et même en règle générale? Et la question que j'aimerais qu'on essaye de brainstorm un petit peu ensemble, c'est est-ce que les sciences, finalement, elles peuvent nous aider à développer ce raisonnement? Je vais vous donner quelques exemples. Les sciences, elles sont utiles, par exemple, pour nous répondre à la question pourquoi. Parce que ça pourrait être légitime que quelqu'un se dise, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on voudrait que l'espace soit plus divers? Moi, j'ai pas forcément envie que l'espace soit plus divers, c'est un point de vue, hein, on le respecte. Et en fait, il y a des recherches qui s'intéressent à quelle serait la motivation en tant qu'humanité globale pour que les sciences soient un milieu, ou même en règle générale, tous les milieux, soient plus divers. Et les différentes recherches qui sont faites montrent qu'en fait, des équipes qui sont plus diverses sont plus performantes. C'est-à-dire que la recherche scientifique, où vous avez une diversité de genres, mais aussi culturelle, elles produisent de meilleurs résultats. Donc en fait, globalement, c'est pour ça que j'aime pas trop quand on présente la question des droits des femmes, etc., l'égalité homme-femme, comme un combat contre les hommes. C'est pas du tout le cas, en fait. C'est vraiment, on a tous et tout intérêt, et les hommes aussi, en plus ça c'est un autre sujet, mais ils sont aussi victimes de cette situation-là, mais on a tous et tout intérêt, en fait, finalement, à avoir des milieux qui sont plus divers, tout simplement parce qu'on performe mieux. Donc si notre objectif c'est de révolutionner le monde de demain, une des étapes, c'est d'apprendre à le faire avec des équipes qui représentent plus une diversité, qui sont plus inclusives. La deuxième réponse, la science peut nous aider, c'est le comment. Comment est-ce que tu fais, par exemple, pour attirer plus de femmes dans ces milieux?
Donc il y a plein de sujets qui sont débattus et qui ont raison d'être débattus, par exemple la question des quotas. Puis on va pas forcément en parler là, mais si vous voulez en débattre après, je suis ravie. Mais par exemple sur ce qu'on appelle le role modeling, il y a des études qui essayent de voir est-ce que ça a vraiment un impact que des jeunes femmes, des jeunes filles puissent voir des femmes à des positions, par exemple comme directrice de la science de l'Agence spatiale européenne ou en tant que chercheuse. Et il se trouve que globalement, les études se dirigent quand même vers le oui. C'est-à-dire oui, avoir des role models, c'est quelque chose qui sert véritablement pour attirer plus de femmes vers les sciences. Donc c'est un domaine de la science qui est particulier, qui est en fait des sciences économiques et sociales. Nous, ici, on fait ce que parfois on appelle la science dure. C'est-à-dire une science où il y a des chiffres, où il y a des équations, où normalement, une équation va plus ou moins tous tomber au même résultat. Ton algorithme, il va toujours retomber sur le même résultat si tu fais ton équation diff avec. Et puis, il y a les sciences entre guillemets molles, c'est-à-dire ce type de ce domaine-là, où en fait, quand on design, la manière dont on design l'expérience peut vraiment influencer aussi les résultats. Et je vous ai mis un exemple que j'adore, l'étude de la nature humaine. En fait, la question qui est souvent posée, c'est est-ce que les différences hommes-femmes, est-ce qu'elles sont innées ou est-ce qu'elles sont acquises? C'est-à-dire, les femmes sont moins bonnes en maths. Est-ce qu'elles le sont parce qu'on est comme ça, c'est biologique, ou est-ce que c'est parce que avec l'environnement dans lequel on grandit, ça inhibe nos compétences ou nos confiances dans ces domaines? Et il y a des études parfois qui sont faites, notamment celle-ci, qui est souvent citée, pour montrer qu'il y a une différence biologique entre les hommes et les femmes, où ils ont pris en gros des singes, et puis ils font l'hypothèse que si c'est des singes, du coup il n'y a pas de biais de genre, parce qu'ils évoluent pas forcément dans une société comme la nôtre où il y en aurait. Une hypothèse qui se discute. Et puis ils leur ont donné des jouets. Et puis la conclusion de leur étude, c'est que les garçons singes sont plus attirés par les jouets voitures et les garçons filles sont plus attirés par les poupées et les casseroles. Alors, il y a peut-être un petit biais là quand même, mais avoir expliqué pourquoi les casseroles c'est pour les femmes. Et donc la conclusion, c'est il y a de grandes chances que biologiquement il y ait une différence. Et ça a été débunké depuis. Globalement, aujourd'hui, au niveau scientifique, il n'y a rien qui nous prouve qu'il y ait une différence biologique. Par exemple, aussi, parfois on entend que la testostérone, c'est l'hormone de la colère, de l'agressivité. Ça a été débunké depuis très longtemps. Il n'y a pas de lien entre testostérone et agressivité directement. Après, c'est des études. En fait, c'est simple, la méthodologie scientifique, et c'est ça que je veux qu'on réfléchisse ensemble. Elle est là pour une raison, et c'est justement pour essayer d'avoir quelque chose qui nous permet d'établir des vérités, mais les vérités d'aujourd'hui ne sont pas forcément les vérités de demain. Donc moi, je vous parle de ce que la recherche dit aujourd'hui, mais peut-être demain, il y a quelque chose qui va sortir, et puis ça sera totalement différent. Et du coup, on va revenir sur Menti. J'aimerais vous poser justement cette question sur vous, et je ne sais pas à quel point est-ce que vous parlez de ça justement en ingénierie. C'est quoi la méthodologie scientifique? Alors, elle est où mon Mentimeter? Elle est là. Voilà. Donc, vous pouvez scanner à nouveau le QR code. C'est quoi la méthodologie scientifique pour vous? C'est quoi, pour toi, qu'est-ce qui fait que un papier scientifique, on va dire, il représente quelque chose de vrai ou de pas vrai, ou de rigoureux ou pas rigoureux? Qu'est-ce que vous connaissez finalement? Vous pouvez parler, lever la voix. Pour vous, vous connaissez la méthode scientifique? Comment ça se passe? Ouais. Pardon. En général, il y a des échantillons déjà, genre ça dépend de ce que c'est, mais par exemple une étude sociale qui va prendre en compte la vie des gens. Donc on va avoir un échantillon de personnes, un certain nombre de personnes qui vont être du coup étudiées, c'est bizarre, mais sondées, enfin voilà. Il y a des hypothèses, comme il est écrit sur l'écran, c'est-à-dire que parfois il y a des hypothèses qui sont mises de côté, qu'on ne prend pas en compte, et donc selon les études. Et après je sais pas trop, je sais pas plus. Donc, Trop bien, ouais. J'ai pas la place pour le mettre sur le truc, mais un truc qui me semble très important pour la méthodologie scientifique, c'est tenter de prouver que notre hypothèse est fausse. Et si on réussit pas à prouver qu'elle est fausse, il y a peut-être une faible chance qu'elle soit vraie. Mais ça rentrait pas tout ça dans le truc. Moi je voulais dire un peu la même chose, mais j'ajouterais aussi que y a une notion
souvent ça c'est peut-être plus vrai pour les sciences molles, mais chercher à se débarrasser de tous les biais qu'on pourrait avoir dans l'expérience, qui pourraient impacter les résultats, mais qui ne soient pas du tout liés à ce qu'on cherche à observer. Trop bien, alors je regarde derrière, ok bon, rigueur, répétabilité, je pense que tu veux dire réplicabilité, expérience, prouver l'opposé, ouais, hypothèse, convergence des résultats, revue par les pairs, ah c'est bien, il y a plein de choses qui sont venues. Donc effectivement, alors moi je sais pas si vous avez, est-ce que vous avez des TP? Ouais. Parce que du coup, quand j'ai étudié la physique, moi, c'était vraiment pareil, la recherche fondamentale. Donc, c'est pareil, tu parlais d'une hypothèse. De l'hypothèse, t'allais faire ta revue de recherche, ta revue de littérature de ce qui se faisait déjà. Ensuite, tu faisais une méthodologie pour tester ton hypothèse. T'avais des résultats, tu les analyses, tu les interprètes, tu conclus, tu publies. Et ça, en fait, c'est qu'une partie de la méthodologie scientifique. Et parfois, on la limite à ça. Mais il y a une deuxième partie qui est essentielle. Et là, vous avez dit gingembre. Alors, ça, moi aussi. Encore une fois, j'ai pas la rêve. Ça n'a rien à voir ou c'est une private joke entre vous là? D'accord. Non, mais moi, je suis intéressée. J'ai dit, on peut débattre de tout. Hein. Ça se trouve, le gingembre, c'est un truc. Hein. Je vais vous montrer une petite vidéo qu'on a fait à l'EPFL qui, pour moi, résume bien en 2-3 minutes ce que c'est la méthodologie scientifique. Alors, j'espère qu'au niveau du son, ça ira à nouveau. Ouais. Ah non, là, on est sur le Menti, pardon. Mais il y a beaucoup de choses que vous avez mis sur le Mentimeter qui reviennent sur cette vidéo. Alors, c'est parti. Comment distinguer ce qui est scientifique de ce qui ne l'est pas? Une théorie d'une croyance, un fait avéré d'une fake news. Répondre à une question complexe, comprendre un phénomène, démêler le vrai du faux ou expliquer l'inattendu n'est jamais simple et évident, même pour les spécialistes d'un domaine. Les scientifiques ont développé une méthode qui permet de façon rigoureuse, justifiable et reproductible d'apporter une réponse. Le processus, variable en fonction des disciplines, contribue ainsi à faire progresser les connaissances. Cette méthode suscite parfois des controverses, n'est pas infaillible, mais elle reflète toujours un travail collectif, et c'est ce qui donne au résultat son objectivité. Comment ça marche? Au départ, il peut y avoir une observation. Les scientifiques cherchent des explications, imaginent des hypothèses, explorent des réponses. Ils se renseignent sur tout ce qui a été publié sur le sujet. C'est la phase créative de la méthode. Ils finissent par s'accorder sur une hypothèse qu'ils vont tester. Puis, ils conçoivent des expériences pour la mettre à l'épreuve et la vérifier. Le résultat peut les amener à reconsidérer l'hypothèse initiale et en chercher d'autres. Ensuite, les scientifiques consignent leurs observations, les analysent, les interprètent, les comparent et en tirent des conclusions. Mais leur travail n'est pas fini. Ils doivent maintenant pouvoir justifier leur démarche et leurs résultats. C'est la phase normative de la méthode. Ils vont pour cela présenter leur découverte à travers un article qu'ils vont soumettre à une revue scientifique. Le comité d'experts va alors juger de la valeur du travail et si les avancées méritent d'être publiées. Une fois publiées, la découverte et la méthode employée seront accessibles à tous les scientifiques. Ils pourront vérifier les preuves apportées et voir si l'expérience reproduite dans les mêmes conditions aboutit au même résultat. La découverte pourra finalement être critiquée, tout comme l'analyse ou la méthodologie. À terme, un fait scientifique ou une théorie sont considérés comme vrais tant que personne n'apporte la preuve du contraire. Mais pour apporter cette preuve, il faudra utiliser la même démarche. Pas mal de choses que vous avez dit, donc la reproductibilité, le fait, ce que tu disais, qu'est-ce qui est considéré vrai, qu'est-ce qui est considéré faux, et le fait que les sciences, ça évolue et que ce qu'on a aujourd'hui, ça ne sera pas forcément ce qu'on a demain. Est-ce que vous avez des idées de comment est-ce qu'on peut critiquer cette méthodologie? Ouais, attends, je passe mon micro. On peut tenter de la critiquer avec la méthode scientifique. Mon raisonnement s'arrête là. D'accord. D'autres idées? C'est ça un petit peu l'esprit critique, vous voyez, c'est où vous êtes confronté à quelque chose, on vous dit ça c'est cool, ou je sais pas, les hommes et les femmes c'est biologiquement pas pareil quand il s'agit de l'apprentissage des maths,
Et c'est d'aller un petit peu creuser en profondeur, mais pourquoi est-ce que la personne dit ça? Et de pouvoir utiliser vous-même vos raisonnements pour arriver à une conclusion. Par exemple, si je vous donne une idée de base sur laquelle la méthodologie scientifique, elle n'est pas infaillible, on le dit. Par exemple, je publie un papier dans une revue, et mon papier, il est revu par des pairs, donc des gens de mon domaine, qui disent si oui ou non on publie. Mais si mes pairs ils travaillent sur le même sujet que moi, ils vont pas vouloir que je publie. Oui, parce que eux ils travaillent sur ce sujet. Donc ça peut être un problème qui est connu de comment est-ce que tu fais quand tu es en compétition pour t'assurer que quand on revoit ton papier, l'intérêt principal c'est que la science soit publiée et pas les intérêts d'une autre université, etc. Parce que dans le monde scientifique, c'est pas tout beau tout le temps. Un autre souci, mais ça c'est plus lié à notre société, c'est que cette méthodologie elle est top, mais les papiers qui sont publiés dans les revues scientifiques, ils sont pas forcément, voire pas du tout, ils sont pas lus par des citoyens, des citoyennes. Donc finalement, ce que les citoyens et citoyennes utilisent pour s'informer, c'est globalement les réseaux sociaux. Et parfois, un reel qui est viral où tu as quelqu'un qui va parler de ces sujets-là, va avoir beaucoup plus d'impact qu'une recherche qui va venir débunker ça, mais qui sera publiée sur un journal scientifique. Donc finalement, vulgariser la méthodologie et essayer de la rendre plus accessible, c'est aussi un truc qui est important. Et c'est d'ailleurs ce que j'essaie de faire. Si c'est des sujets qui vous intéressent, parce que vous vous demandez pourquoi peut-être je vous parle de méthodologie scientifique, on est scientifique ici dans la salle. Et on sait que cette méthode, c'est la base. On peut l'appliquer à tout. Raisonnement sur toute la vie qui nous entoure. Et les questions de genre, c'est pareil. C'est des choses, il y a tellement de mythes, de stéréotypes avec lesquels on grandit, et puis c'est normal. On grandit dans une société qui de base est biaisée, donc forcément on grandit biaisé. Que de pouvoir appliquer cette méthodologie au monde qui nous entoure et même parfois à nous-mêmes, c'est ça qui nous fait progresser. Et il y a un livre et un podcast que je vous conseille qui s'appelle Méta de choc, qui parle un petit peu de ça, sur les stéréotypes de genre et le cerveau. Et il parle un petit peu du fait qu'il faut aller plus loin que, par exemple, on entend souvent, une étude dit que. Une étude qui dit que, ça veut pas dire grand-chose. Déjà, si elle n'a pas été reproduite, ça veut pas dire que ça représente quelque chose qui est réel. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été publié, mais il faut aller lire ce qu'il y a dans l'étude pour savoir si les conclusions, on pense qu'elles sont valides ou pas. Prendre conscience des limites du raisonnement et des biais cognitifs, il y en a tout un tas. Je vous en ai mis 3 exemples, si jamais ça vous intéresse. Et moi, c'est des choses sur lesquelles j'aime bien me documenter et l'appliquer aussi à mes propres vidéos, etc. Donc, le biais d'ancrage qui a la tendance à ne retenir qu'une seule information pour juger une situation. Donc, généralement, on te donne une information et tu vas te dire « Ah ouais, ok, la situation, elle est comme ça. » Par exemple, là, je vous ai dit, il n'y a pas de lien entre testostérone et agressivité. Vous allez sortir, vous dire « Ok, il y a... » C'est sûr, entre les hommes et les femmes, on est exactement les mêmes biologiquement, les hormones, ça change rien. Alors, on sait que c'est un peu plus complexe que ça et qu'on n'a pas toutes les réponses, mais c'est un biais qu'on a. Biais de confirmation, et celui-là, il est vraiment, vraiment puissant, c'est qu'on a tendance à privilégier les informations qui vont dans notre sens et de pas forcément entendre ceux qui vont pas dans notre sens. Et pour ça, les réseaux sociaux, c'est ce qu'il y a de pire, parce que l'algorithme, c'est littéralement comme ça qu'il fonctionne. Il va nous proposer du contenu qu'il sait qui va nous plaire. Donc il va pas aller venir nous montrer des vidéos qui vont pas, entre guillemets, aller dans notre sens, ou alors peut-être s'il veut susciter une réaction, par exemple pour les complotistes, etc. Mais ça va vraiment venir nous ancrer dans notre univers sans forcément se rendre compte qu'il y a plein d'autres univers aussi à côté. Et le biais de sélection, donc pareil, dans l'étude d'un sujet, tendance à sélectionner certaines informations au détriment des autres. Donc on a finalement une vision tronquée du sujet plutôt que d'avoir vraiment toute la panoplie. Et d'ailleurs c'est pour ça aussi que les meilleurs leaders, ils s'entourent toujours aussi de personnes qui ne pensent pas comme eux. Parce qu'on sait qu'on a tous tout un angle mort et qu'on a tendance à rester dans l'endroit qu'on voit et pas forcément aller chercher dans l'angle mort. Bref, je vous ai donné beaucoup d'infos. Je pense que vous en pouvez plus. Ça va ? Ok, on continue alors. Non. Écoutez, on est arrivé à la fin. Je vous ai dit, je vous ai donné plein d'infos, des podcasts, des livres. Si vous voulez des références, vous me dites, parce que j'adore justement ouvrir l'esprit. Puis je vous parlais d'un livre que je lisais justement sur le Congo, sur Denis Mukwege, qui est le prix Nobel de la paix 2018 et qui a construit un hôpital qui a dédié sa vie à traiter les violences féminines au Congo. Et donc l'impact sur les femmes de ces violences et de ces viols, etc. Et ce livre alors faut s'accrocher pour le lire. Je vous avoue que j'ai continué le livre dans le train et puis j'ai un peu pleuré. Mais il dit quelque chose au début que j'ai trouvé était très beau, qui est: mon rôle a toujours été de faire entendre la voix
de celles dont la marginalisation les empêche de raconter leur histoire. Je me tiens à leur côté, jamais devant elles. Et pour moi, cette phrase, elle est tellement belle parce que ça montre vraiment ça. C'est que la question du genre, c'est une question qui nous concerne toutes et tous. Et qu'il n'y a pas de c'est pour les femmes ou c'est pour les hommes ou entre les deux. C'est vraiment des discussions, des débats qu'on doit avoir de société et que chacun a sa place, chacune a sa voix et qu'on doit pouvoir les entendre. Et pour finir sur cette thématique-là, je vous ai préparé une petite vidéo qui est une vraie vidéo de la Terre faite par une fondation qui s'appelle One Home. Donc c'est pas une vue d'auteur, hein, c'est vraiment... je regarde où est-ce que j'ai mon cliqueur. Ah, là-bas. C'est pas une vue d'artiste, pardon. C'est des vraies images de la Terre et je trouve que ça nous rappelle juste à quel point on est tous, entre guillemets, coéquipiers et coéquipières sur cette planète. Donc je vous laisse expérimenter l'Overview Effect. Haven't you seen, haven't you felt the love? Haven't you felt, haven't you heard the love? Oui. Ah oui. Et je suis à disposition pour vos questions, du coup. Ouais, c'est juste une question du chat pour répéter, donc par rapport aux 100 tampons dans l'espace. Ça a fait réagir. Donc ils ont voulu donner 100 tampons parce qu'ils étaient vraiment désinformés ou juste parce qu'ils connaissaient pas le fonctionnement des règles dans l'espace. Ils s'interrogeaient là-dessus. Alors, j'ai pas parlé directement avec ceux qui ont voulu envoyer les 100 tampons. Il y a plusieurs hypothèses. Déjà, il faut savoir que dans l'espace, on prend toujours plus que ce qu'on a besoin. Parce qu'on ne sait jamais, il faut avoir de la redondance, cette partie-là. Et puis, a priori, ce qui est mis en avant sur l'interview que j'ai mis, c'est plus qu'il y a une grande, méconnaissance, effectivement, de ce que sont les règles du corps humain. Mais même sur un autre sujet, je regardais un reel sur Insta il y a peut-être un mois où on interviewait des hommes dans la rue et qui pensaient que les tampons et donc le trou par là où on a nos règles et le trou par là où on fait pipi, c'est le même. Ce qui n'est pas le cas. Et il y en a beaucoup qui pensent ça. Donc il y a quand même une méconnaissance, on va dire, de l'anatomie féminin en règle générale. C'est tout. D'autres questions sur l'anatomie des femmes? Pas de souci à en parler. Hein. Mais sur d'autres choses, hein, sinon il n'y a pas de souci. Sinon, on peut partager un morceau de gâteau et puis regarder les affiches, comme ça vous serez prêts pour le prochain K-Out, quoi. Non, il y a quelques remarques sur le chat, mais il n'y a pas d'autres questions. Je crois qu'il y a des remarques sur Claudie Agnoret, sur... Moi, on peut lire les remarques, hein, si tu veux. Mais... Attends. Ah, ok. Parce que Claudie Agnoret était à une table ronde précédente qui avait été retransmise, c'est pour ça. Ouais. Génial. Ce qui est dit, ce qui est intéressant de ce qui est dit sur le chat, c'est que ils parlent de Claudie Agnoret parce qu'il y a eu une table ronde récemment, mais ce qu'ils disent, c'est
exactement ce que vous faites. Ce qui est important, c'est le côté témoignage aussi. Et c'est ce que Madame Huré avait fait, et c'est ce que vous faites également. Et c'est ça qui est un petit peu mis en avant sur le chat. C'est important, si on veut susciter des vocations, qu'on ait vraiment des témoignages. Et donc le vôtre est vraiment important pour les gens qui assistent à ce Twitch, parce que justement, ça permet, en plus vous êtes jeune dans le sens où il y a quand même une proximité générationnelle avec justement les personnes ici présentes et ceux qui sont sur Twitch. C'est ça qui est mis en avant également. Et donc ça commence à dire merci beaucoup, c'était super intéressant. Voilà, je résume un peu ce qui se passe sur le chat. Bah merci, moi c'est toujours un plaisir de toute façon. Et puis c'est une des raisons pour laquelle peut-être vous posez la question pourquoi j'ai quitté l'ingénierie et que je suis partie dans la communication scientifique. Je vais pas vous mentir si je vous disais que mon expérience à l'ESA n'a pas été quand même assez centrale dans ce choix. Mais globalement, j'ai toujours fait de la communication scientifique à côté de mes études depuis que j'ai 18 ans. Et j'ai toujours une grande passion pour ça et pour le partage et de voir l'impact en fait immédiat qu'on peut avoir via ce témoignage et via la vulgarisation sur les gens. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer là-dedans, et notamment pour la représentation des femmes, parce que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas trop l'habitude de voir des femmes qui parlent de science. Bah, je vous retiens pas plus, parce qu'il fait beau. Allez boire vos bières à l'extérieur de l'établissement. Merci. Merci à toutes et à tous.